Alors, bonjour, bienvenue. Merci. Et je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que vous êtes occupé. Un peu. Alors, j'apprécie beaucoup que vous preniez le temps de venir nous rencontrer pour vous parler de vos expériences avec les réfugiés du sud-est de l'Asie. Alors, je commence par vous demander votre nom, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Pierre Blanchard. OK. Et vous êtes un monseigneur. C'est ça, exactement. OK. Et puis, vous êtes membre du clergé depuis combien d'années? 50 ans et 2 semaines. Mon Dieu! OK, c'est précis. Ah oui, oui, ben on a fêté ça il y a 2 semaines, justement. Ah, OK. Alors, c'est pour Ben, ça. justement, oui, 50 ans, Oui, bien oui. sûr. Alors, à quel moment est-ce que êtes-vous impliqué, ou à quel moment est-ce que l'Église catholique à Montréal s'est impliquée envers les Vietnamiens, Cambodgiens, Laotiens? À ma souvenance, pour ce qui est du diocèse de Montréal, pour ce qui est de moi, je m'en souviens un petit peu plus, là, mais le diocèse de Montréal, je dirais que c'est dans les années 77-78 que ça commence. Peu de temps, dans le fond, après la chute du Vietnam et des pays autour, là, en avril 75. Alors, pardon. À ce moment-là, il y a eu dans beaucoup de diocèses, y compris le diocèse de Montréal, une invitation aux paroisses à faire du parrainage. Moi, à cette époque-là, j'étais animateur de pastoral scolaire, qu'on appelle, donc dans une école secondaire de Montréal. Je travaillais comme animateur de pastoral et puis je me suis dit, ben, c'est un beau projet pour des paroisses, mais il me semble que ça pourrait être un beau projet pour une école aussi. Et alors, à partir de l'automne 78, l'année scolaire 78-79, j'ai commencé à faire du parrainage avec le personnel, les élèves, les parents de l'école où je travaillais à ce moment-là. Ah, OK. Donc, c'était ça le déclencheur, je dirais. OK. Alors, pouvez-vous élaborer, pouvez-vous me parler comment est-ce que vous avez fait pour faire ce parrainage-là avec les réfugiés? Oui, ben j'étais pas seul, j'étais avec... En fait, c'est assez privé, notre affaire. On était 2, j'avais un confrère capucin et moi. On s'était connus dans différentes rencontres. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, ben peut-être que ça pourrait être intéressant de faire le parrainage. Et on a communiqué avec l'ensemble ou un grand nombre de communautés religieuses du Québec, parce que ça prenait évidemment de l'argent. Quand le parrainage, on s'engageait pour une année à subvenir aux besoins des gens qu'on parrainait. Alors, ça nous prenait de l'argent. Donc, on a écrit aux communautés religieuses. De mémoire, là, il me semble qu'on avait reçu la première fois à peu près 150 000 $. Donc, il y a 40 ans de ça, c'était quand même encore aujourd'hui, ça serait une bonne somme. Mais à l'époque, c'était une somme assez considérable. Et c'est avec cet argent-là qu'on a commencé à faire le parrainage. OK. Est-ce que l'Église catholique à Montréal a fait une demande auprès des paroisses aussi, auprès des paroissiens pour Oui, faire lever le fonds? je pense que c'est l'ensemble, je ne sais pas à l'extérieur du Québec, mais l'ensemble des diocèses du Québec se sont impliqués dans le parrainage de ce qu'on appelait à l'époque les Boat People. Oui. Et c'était à la demande, pour ce qui est de Montréal, de l'archevêque du temps, le cardinal Grégoire. C'est lui qui s'était impliqué là-dedans et qui avait demandé que les paroisses de son diocèse s'impliquent dans la mesure du possible dans le parrainage d'au moins une famille. OK. Alors, c'était comme ça là, les débuts, je dirais, de l'aventure. Alors, plusieurs paroisses dans la province du Québec auraient parrainé des réfugiés. Oui, Des familles exactement. Je ne suis pas capable de vous dire le nombre, là, mais exactement, oui, il y a eu de très nombreuses paroisses, un peu partout, même dans certains coins plus reculés, des fois, là, où on ne se serait pas attendu à ce que les gens de ces coins-là s'intéressent à cette situation. Mais oui, et ils ont accueilli dans leur petite ville ou leur grande ville, mais à l'extérieur du Grand Montréal, ils ont accueilli de très nombreuses familles. OK. Et à partir de votre engagement, est-ce que vous avez été appelé à aller visiter des camps de réfugiés? Oui, en fait, ça a commencé à peu près autour de l'été 81. OK. À l'époque, je travaillais, comme je disais, dans une école. J'ai travaillé dans cette école-là jusqu'en 85. Et donc, on avait les vacances d'été. Et puis, à l'été, moi, je parrainais pour ses études un jeune aux Philippines.
Et je suis allé voir ce filleul que je parrainais pour ses études. Et puis, j'ai rencontré là un docteur québécois, qui est peut-être plus très, très connu parce que ça fait déjà pas mal longtemps qu'il est décédé, le docteur Marcel Charles-Leroy. Et c'est lui qui était le fondateur de l'organisme pour le parrainage, mais pas le parrainage de réfugiés, parrainage pour les études de certains jeunes. Et à un moment donné, il me dit, est-ce que ça te tenterait de voir un camp de réfugiés? Ça, c'est l'été 81. On n'en parlait plus beaucoup. On en avait parlé beaucoup des années 78, 79, mais rendu en 81, c'était oublié dans les médias. J'ai dit, il y a encore des camps de réfugiés? Il m'a dit, oui, oui, il y en a un très intéressant à visiter à Palawan, aux Philippines. Alors, je suis allé passer quelques jours dans ce camp de réfugiés. Et puis là, ça m'a tellement touché que je me suis dit, il faut faire quelque chose pour venir en aide à ces gens-là. Puis les gens, il y avait beaucoup de catholiques dans ce camp-là de réfugiés aux Philippines. Et puis, ils étaient tout heureux d'avoir un prêtre qui soit là pour quelques jours. Alors, ils m'ont demandé de dire la messe, puis ils me faisaient visiter le camp. Puis là, ils m'ont dit, essayez de nous aider à sortir de cette misère. Et c'est un peu à partir de ce moment-là que le mouvement s'est propagé, je dirais, un peu plus, avec Roger, le frère Gosselin et moi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça, c'était la première année. Et après ça, chaque année de 81 jusqu'à 91, jusqu'à temps qu'à peu près le programme de parrainage cesse, j'allais passer mes vacances d'été dans les camps, soit aux Philippines, en Thaïlande, à Hong Kong. OK. Et puis, est-ce que la majorité de la population que vous avez rencontrée dans les camps de réfugiés, c'était des Vietnamiens, j'assume? Oui, la grande majorité. Okay. Oui, oui. D'ailleurs, je pense, je ne suis pas trop sûr pour ce qui est des Laotiens, parce que j'ai connu un peu moins, mais les Cambodgiens étaient plutôt considérés comme des personnes déplacées que comme des réfugiés. Alors, et c'était plus facile de faire le parrainage de réfugiés que de personnes déplacées. Les personnes déplacées, les gouvernements se disaient, un jour, quand la situation va se rétablir, au Cambodge précisément, ces gens-là vont retourner dans leur pays d'origine. Alors qu'on considérait que pour ce qui était du Vietnam, c'était une situation qui ne changerait pas, que le régime resterait en place de très nombreuses années, donc ils étaient réfugiés. Et donc c'est pour ça que la majorité des gens qu'on a parrainés, c'était vraiment des Vietnamiens. D'accord. Alors vous avez visité des camps de réfugiés pendant une dizaine d'années? Exactement, oui, c'est ça. Oui. Est-ce que vous auriez eu des occasions pour côtoyer des officiels d'immigration du Canada, par exemple, ou du Québec? Plutôt du Québec que du Canada. On a plutôt fait affaire avec le gouvernement du Québec pour ce qui est du parrainage qu'avec le gouvernement du Canada. Alors, dans certains camps de réfugiés, particulièrement en Thaïlande, j'ai eu l'occasion à quelques reprises de rencontrer des officiers du gouvernement du Québec qui travaillaient dans les camps ou qui allaient visiter les camps pour faire les entrevues. D'accord. Oui. OK. Très bien. À partir de vos expériences d'avoir visité les camps de réfugiés et d'avoir aidé au parrainage, est-ce que vous avez rencontré des succès, des obstacles? Est-ce que... des succès, je dirais oui. On ne sait pas exactement le nombre qu'on a parrainé, mais c'est sûrement autour de 2000. Alors, moi, je calcule que c'est un succès d'avoir réussi à parrainer autant de personnes que ça. On n'était que deux, là, mais évidemment avec la collaboration des communautés religieuses. Mais parrainer 2000 personnes et s'en occuper, ça, moi, j'ai trouvé que c'était un certain succès. Certain succès aussi, je dirais, dans l'accueil de ces gens-là. Je vous donne des exemples. Nous, on s'engageait pour le parrainage pendant 1 an à subvenir à tous les besoins de ces gens-là. Jamais, jamais, jamais sur les 2000, jamais on a été obligé de les aider pendant 2 ans, pendant 1 an. Le meilleur qu'on a vu, c'est quelqu'un qui est arrivé le vendredi et le lundi suivant, il commençait à travailler. Il ne parlait pas un mot de français, pas un mot d'anglais, mais les autres qui étaient dans le même camp que lui et qui étaient arrivés avant lui se sont mis ensemble et puis ils ont réussi à lui trouver un emploi où il n'y avait pas besoin de parler ni le français ni l'anglais. Et alors, tous ces gens-là, sans exception, au bout d'1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, le plus long peut-être 3 mois,
nous disaient après ça, quand on allait les visiter, on n'a plus besoin de votre argent. Gardez votre argent pour en parrainer d'autres. Il y en a qui sont mal pris dans les camps. Et si nous autres, on continue de recevoir cet argent-là, vous n'en aurez pas assez pour parrainer nos frères ou sœurs qui sont dans les camps. Alors ça, je calcule que c'est un grand succès. Et quand, bon, je ne revois pas les 2000, évidemment, mais parce que ce ne serait pas possible. Mais il y en a quelques-uns que je revois, puis moi, je dirais c'est un enrichissement pour notre société d'avoir eu ces gens-là. Encore aujourd'hui, c'est des gens qui occupent toutes sortes d'emplois dans toutes sortes de domaines et qui font en sorte que la vie, à mon avis, la vie au Québec est meilleure pour l'ensemble de la population à cause de la présence de ces gens-là. Alors ça, pour moi, ça serait un succès. Difficulté à quelques reprises, des fois avec les gouvernements. Difficulté aussi dans certaines situations de camps de réfugiés. Je pense tout à coup à un jeune qu'on avait parrainé et puis on n'avait pas de nouvelles de lui. Ça faisait plus qu'un an qu'on avait fait le parrainage, mais on n'entendait pas parler de rien. L'été suivant, je vais dans le camp de réfugiés, le même camp où il était. Et puis, je demande à des gens qui étaient là, « Connaissez-vous un tel? On n'a pas de ses nouvelles. Est-ce qu'il est encore dans le camp? Est-ce qu'il est sorti? » Ah, il dit, « Vous n'êtes pas au courant? » Je dis, « Non, qu'est-ce qui est arrivé? » À un moment donné, il avait faim. Ça, c'était en Thaïlande que ça se passait. Il avait faim, puis il est sorti du camp. Il a mis les pieds à l'extérieur de la clôture parce qu'il y avait un poulet qui était là. Puis il a dit, « Je vais aller chercher le poulet, je vais le tuer, puis je vais pouvoir le manger. » Mais les gardes de sécurité du camp ont tiré dessus. Pas sur le poulet, malheureusement, mais sur le réfugié en question. Alors, il était mort, simplement parce qu'il avait faim, puis il y avait une occasion pour lui de manger. Mais il avait mis le pied en dehors du camp, et puis les soldats n'ont pas toléré ça. Difficulté aussi dans certains camps de réfugiés, justement, avec les soldats qui s'appropriaient bien souvent ce qui normalement aurait dû être distribué aux réfugiés. Ils le gardaient pour eux, ou ils en gardaient une partie pour eux, de nourriture, par exemple, ou de vêtements. Ça fait, entre autres, partie des certaines difficultés. C'était plus... Moi, je dirais, pour moi, là, dans mon langage d'église, il y aurait 3 catégories de camps de réfugiés. Aux Philippines, pour moi, le camp de Palawan, c'était presque comme le ciel. C'était sur le bord de la mer. Les gens pouvaient sortir du camp de réfugiés, aller se promener, à condition de revenir, évidemment, le soir. Mais ils avaient beaucoup plus de liberté. La Thaïlande, c'était le purgatoire. Bon, c'était des immenses camps, des camps des fois de 100 000 ou plus réfugiés. Et Hong Kong, c'était l'enfer. Moi, j'ai des souvenirs. Entre autres, j'étais allé à un mariage dans le camp de réfugiés à Hong Kong. C'était le prêtre qui était là, qui avait fait le mariage. Mais une fois que le mariage a été terminé, ils nous ont dit, venez à la réception. Puis là, on s'est assis, puis ils avaient relevé les toiles parce que c'était des lits qui étaient tous couchés, collés les uns sur les autres. Et là, ils avaient relevé les toiles pour avoir un espace d'à peu près 7-8 lits. Puis on a mangé des bonbons et bu du thé. Et ça, c'était la réception du mariage. C'était des immenses baraques avec des lits superposés à 3 étages. Souvent, ils étaient 2 par lit et une toile simplement entre le lit qui était là et le lit du voisin. Et au bout de l'ensemble des baraques, il y avait un espace grand, peut-être comme un terrain de tennis, mettons, pour les 3-4 000 réfugiés pour qu'ils puissent prendre l'air en dehors des baraques. La nourriture, c'était dans une autre baraque que c'était servi. Alors, les gens me disaient, s'ils étaient 4 000 dans ce camp de réfugiés-là, peut-être le premier 1000 mangeait chaud, le deuxième 1000 mangeait tiède, puis les 2 autres 1000 mangeaient froid, la nourriture qui normalement aurait dû être chaude. Alors, c'était vraiment l'enfer. Et moi, j'ai un de mes fils vietnamiens qui a passé 8 ans dans un camp de réfugiés à Hong Kong. Il est arrivé, il avait 7 ans, et puis il est sorti à 15 ans. Ouais. Quelle expérience. Oui. Dans les années 70 et 80, les médias parlaient de la crise au Vietnam, au Cambodge, au Laos. Les journaux en parlaient, la radio, etc. C'était bien connu. Qu'est-ce que vous saviez au sujet de cette population-là à ce moment-là?
Pas beaucoup. Avant de voir tout ce que les médias se sont mis à produire, là, je ne savais pas beaucoup. Je connaissais le Vietnam. On entendait un peu parler à cause de la guerre du Vietnam depuis les années 60 et puis toutes les manifestations qu'il y avait particulièrement aux États-Unis. Mais je ne peux pas dire que je connaissais beaucoup ce coin-là. Alors, ça a été, bon, moi je trouve que ça a été le bon côté des interventions médiatiques, ça de nous permettre de connaître d'abord des coins du monde que moi, en tout cas, je n'avais jamais visités, et de comprendre un peu plus la situation que vivaient ces gens-là. Alors, c'est vraiment à partir des médias. Moi, je me souviens là, aux nouvelles de ce bateau, le petit bateau de réfugiés qui était ballotté par les flots et puis qui croise un paquebot. Et puis là, il y avait des pancartes, Helpos, Save-us. Ça nous avait pas mal tous touchés. Puis je pense que c'est ça qui a fait que ça a commencé le mouvement de parrainage de réfugiés de la mer. C'est que, contrairement à d'autres réfugiés, parce qu'il y en a eu d'autres masses de réfugiés qui sont venus ici dans les années 50, tout ça, mais là, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas autant de médias, alors on connaissait moins, on entendait parler, les réfugiés hongrois ou les réfugiés italiens, etc. Mais là, on les voyait à la télévision. Et puis, moi, je pense que les médias ont joué un rôle extrêmement positif dans ce temps-là. Lorsque vous avez commencé à visiter les réfugiés dans les camps de réfugiés, c'était quoi vos impressions d'eux après avoir visité les camps, après avoir côtoyé? Oh, une extrême misère, hein? Moi, je me dis. Ces gens-là, au péril de leur vie, parce qu'on ne sait pas combien de milliers ou de dizaines de milliers sont morts en mer, au péril, mais les gens savaient que c'était dangereux. Au péril de leur vie, ils ont quitté leur pays, le Vietnam, sur des petits bateaux de misère, où des fois, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils aboutiraient. Et là, ils se retrouvaient tout à coup dans des camps de réfugiés à la merci des gouvernements qui allaient peut-être les parrainer ou pas, mais ils ne savaient pas quel gouvernement allait les parrainer, où est-ce qu'ils se retrouveraient. Face à l'inconnu, on est la plupart du temps assez mal à l'aise. En tout cas, moi, je suis assez mal à l'aise face à l'inconnu. Et ces gens-là étaient vraiment face à l'inconnu. Et donc, moi, je me souviens, quand j'arrivais dans les camps de réfugiés, là, je passe du matin jusqu'au soir, les gens venaient me voir, puis pouvez-vous nous aider? On voudrait aller au Canada, aidez-nous. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 8 ans qu'on est dans le camp de réfugiés. Et puis, impossible ou à peu près impossible aussi de communiquer avec leur famille au Vietnam, parce qu'à l'époque, les communications n'étaient pas aussi faciles que maintenant. Alors, ils ne savaient pas ce qui se passait dans leur famille au Vietnam. La famille au Vietnam ne savait pas ce qui se passait. Est-ce que leur fils ou leur fille était toujours vivant et où est-ce qu'ils se retrouvaient? Alors, c'était vraiment une situation, moi, je trouve, extrêmement dramatique, qui se reproduit encore, malheureusement, de nos jours, dans d'autres coins du monde. Si j'ai bien compris, il y a eu beaucoup de Vietnamiens, par exemple, qui sont arrivés à Mirabel pour venir s'installer au Canada. Est-ce que vous avez eu des occasions pour accompagner les parrains qui ont été rencontrés? Pas tellement pour accompagner les parrains, parce qu'à cause du parrainage que moi-même je faisais, mais j'ai eu l'occasion d'aller très souvent à Mirabel pour accueillir. Parce que, accueillir soit ceux qu'on avait parrainés ou parfois aussi, moi je leur disais, si vous avez de la famille dans les camps de réfugiés, dites-nous-le, puis on peut faire le parrainage aussi. Puis il y avait un programme spécial du gouvernement du Québec, pardon, qui faisait que même les enfants mineurs pouvaient parrainer leur famille qui était soit au Vietnam, soit dans les camps de réfugiés. Alors j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'aller avec ceux que je considère comme mes fils, parce qu'en plus des 2000, j'en ai aussi gardé 18 chez moi que je considère un peu comme mes enfants. Alors, j'ai eu l'occasion avec eux d'aller à Mirabel ou à Dorval pour accueillir leur famille qui avait été parrainée. Okay. Pouvez-vous parler un peu de ces 18, c'était 18 jeunes hommes que vous avez parrainés? Oui. En fait, c'est qu'à un moment donné, on a découvert par le gouvernement du Québec que dans les camps de réfugiés, il y avait aussi des mineurs non accompagnés. Il y avait souvent des adultes,
Je reviendrai là-dessus sur le parrainage que nous autres on a fait. On a ciblé une catégorie particulière d'adultes. Mais il y avait aussi des enfants mineurs non accompagnés. Et je dirais qu'à peu près exclusivement des garçons. Parce qu'à cause de la situation difficile, quand les enfants quittaient le Vietnam, les parents, mettons, payaient pour un passeur pour que leur fils ou leur fille puisse s'en aller dans les camps de réfugiés. Mais ce qui arrivait, c'est qu'il y a eu souvent des attaques de bateaux pirates et on kidnappait les filles. Et là, les filles, on les amenait, par exemple, en Thaïlande pour faire de la prostitution, puis les parents ne revoyaient plus jamais leurs filles. Alors, les parents ont cessé d'envoyer leurs filles mineures, mais ils envoyaient les garçons qui aussi étaient appelés à aller à la guerre, alors pour les empêcher d'aller à la guerre. Donc, dans les camps de réfugiés, je vous donnais tout à l'heure l'exemple d'un de mes fils qui était dans un camp. Bon, il y avait 7 ans. Évidemment, le gouvernement du Québec ne pouvait pas dire on va le prendre puis on va le placer dans un logement à 7 ans. Quand il était mineur. Donc, le gouvernement s'est mis à chercher des familles d'accueil. Et je me suis proposé comme famille d'accueil et j'ai été accepté. Et c'est ça qui a fait que de 1979 à... Le dernier est arrivé en 2001, mais pas réfugié directement du Vietnam. J'ai accueilli chez moi 18 jeunes garçons que je considère comme mes fils et qui me considèrent comme leur père aussi. Êtes-vous toujours en communication avec tous les Oui, 18? oui. Ah, okay. De façon un peu plus régulière avec certains. Oui. Bon, les premiers, il y en a d'abord qui sont partis à l'extérieur de la ville, et puis on n'a pas eu tellement l'occasion. Puis ils ne sont pas restés très, très longtemps, peut-être seulement 1 an ou 2. Okay. Mais les derniers sont restés des fois 15 ans, 17 ans, 18 ans chez moi. Et ils ont développé des liens entre eux aussi, même s'ils n'étaient pas frères de sang. Ils se considèrent comme étant frères les uns par rapport aux autres. Okay. Et ils se visitent entre eux aussi, même si des fois je ne suis pas là. Okay. Alors, on se voit assez régulièrement. Comme tantôt, je vous disais que j'ai fêté mon 50e de sacerdoce, mais c'est un de ceux-là qui a organisé la fête dans son restaurant. Il y a un restaurant de sushi à Laval, okay. Et puis c'est lui qui a organisé toute la fête. Et sur les 18, il y en a 12 qui étaient là. Okay. Dont un qui est venu de Floride, un qui est venu de Vancouver, spécialement pour l'occasion. Et on se revoit assez régulièrement, là, quelques-uns d'entre eux. Ouais. Okay. Pendant le parrainage qui se faisait à Montréal, est-ce qu'il y a eu des occasions pour l'Église de travailler avec d'autres partenaires, par exemple le YMCA peut-être, ou avec des groupes privés? Oui, oui, tout à fait. Il y a d'autres organismes que l'Église, évidemment, qui s'occupent de la question des réfugiés, la table de concertation pour les réfugiés, le Conseil canadien pour les réfugiés. Alors, pour ce qui est du niveau du diocèse, c'était Monseigneur Beaupré, qui était le vicaire général à l'époque. C'était lui qui portait ce dossier-là jusqu'à sa mort, malheureusement, en 2000. Mais 2000? Oui, c'est ça. C'est lui qui était un peu le représentant du diocèse de Montréal auprès des différents organismes privés ou gouvernementaux aussi. Alors, ces organismes-là se rencontraient, j'assume, pour coordonner leurs activités? Exactement, et puis voir un peu des fois comment améliorer toute la question du parrainage, voir comment améliorer toute la question de l'intégration de ces gens-là ici. Qu'est-ce qui pouvait être fait pour... Alors, travaillant tout le monde ensemble, c'était un peu plus gage de succès. Okay. Il y a quelques minutes, vous avez parlé du parrainage d'adultes. Oui, oui, c'est qu'on s'est demandé, le frère Roger et moi, quel type de parrainage on voulait faire. Finalement, on s'est entendu sur 2 critères. La durée dans les camps, donc ceux qui étaient là depuis le plus longtemps et qui n'avaient pas de famille nulle part. Parce que ceux qui avaient de la famille quelque part, on pouvait espérer qu'un jour, les gouvernements tiendraient compte du fait qu'ils avaient de la famille aux États-Unis, en Australie, etc. Mais on s'est dit aussi, peut-être on pourrait en parrainer plus si on parrainait des jeunes adultes célibataires. Parce qu'évidemment, si on parraine un couple qui a des enfants, c'est sûr que ça va prendre un petit peu plus de temps et un peu plus d'argent pendant une année pour faire le parrainage de cette famille-là. Tandis que si c'est des jeunes adultes,
Puis l'expérience nous a montré qu'on a eu finalement raison de faire ça parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ça ne prenait pas un an qu'ils étaient déjà capables de se débrouiller tout seuls. C'est ce qui fait qu'on a été capable aussi de parrainer plus de 2000 personnes parce que c'était des célibataires qui pouvaient tout de suite se trouver un travail une fois arrivés ici. D'accord. L'autre question que je voudrais vous poser, c'est jusqu'à quel point est-ce que les réfugiés étaient prêts pour venir s'établir au Canada en termes de leur culture, par exemple, en termes de la température, parce que eux ne connaissaient pas l'hiver. Non. Comment est-ce que... Oui, moi je pense honnêtement que la grande majorité d'entre eux souhaitaient aller aux États-Unis parce que c'était le pays qu'ils connaissaient. Le Canada, bon, tout ce qu'ils connaissaient, c'était qu'il faisait froid, mais ils pensaient peut-être même qu'il faisait froid à l'année longue. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissaient le Canada à l'époque. À un moment donné, évidemment, à force d'avoir des gens du Vietnam qui arrivaient ici, ben là, le message se répandait. Mais au début, presque tout le monde voulait aller aux États-Unis. Et puis, c'est quand ils étaient refusés par les États-Unis, parce que les États-Unis n'acceptent pas tout le monde, évidemment, ben là, ils se retournaient vers le Canada, disaient, ah ben le Canada, c'est un pays extraordinaire, puis on veut y aller. On sait qu'il fait froid, mais ça ne fait rien, on aime le Canada. Une expérience, entre autres, je me souviens, une famille, je pense que c'était aux Philippines, si ma mémoire est bonne. En tout cas, eux, au départ, ils voulaient aller au Canada. Et le représentant du gouvernement est arrivé avec une carte, c'était un représentant du Québec, est arrivé avec une carte, puis il dit, bon, où est-ce que vous voudriez aller, dans quel coin? Ils ont montré les îles de la Madeleine. Et ils sont allés aux îles de la Madeleine. Et ils ont vécu là pendant de très nombreuses années. Je pense qu'il y en a encore même quelques-uns de la famille qui sont encore aux îles de la Madeleine. Il fallait quand même le faire, de regarder sur la carte. Bon, c'est là qu'on veut aller. Ouais. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'ils n'étaient pas habitués, tellement pas habitués au climat. Moi, je me souviens de la famille, entre autres, d'un de mes fils qui sont arrivés le 17 décembre, vers 11 h le soir, à Dorval. Mais en petits vêtements pas très, très chauds, en gougoune. Alors, ils ont trouvé que c'était un peu plus froid que le pays d'où ils venaient. Oui. Ouais. Ça, bon, et puis, ça a pris beaucoup d'ajustements aussi, évidemment. Ça prend du temps, mais c'est un peu normal. Parce que, par exemple, bon, quand c'est l'hiver, ils voyaient qu'il faisait soleil. Ben, il dit, il fait chaud, il fait soleil. Je dis, non, l'hiver, quand il fait soleil, c'est des fois souvent plus froid que quand il neige. Mais ils ne me croyaient pas. Jusqu'à temps qu'ils sortent dehors et qu'ils s'aperçoivent que c'est vrai qu'il faisait pas mal plus froid qu'ils pensaient. Mais bon, c'est ça. Ils n'étaient pas très, très préparés dans les premiers temps. À mesure que le parrainage a pris un petit peu plus d'expansion et puis que les gouvernements ont pris conscience que c'est un phénomène qui durait, bien, il y avait dans certains endroits des cours. Par exemple, je pense à certains camps en Thaïlande où il y avait des cours de français qui étaient donnés, puis de français québécois, pas juste de français de France. Des cours aussi pour expliquer un peu le mode de vie au Canada. Alors, à ce moment-là, après quelques années, là, les gouvernements se sont ajustés à cette réalité quand ils ont vu que ça finissait pas. Et les gens arrivaient un peu mieux préparés ici. Mais dans les premiers temps, pas tellement. Alors, on est 40 ans plus tard. Est-ce que vous avez encore des occasions pour partager de vos expériences comme parraineur avec vos collègues, les membres du clergé, les personnes que vous côtoyez, etc.? Oui, ça m'arrive. Bien évidemment, pas aussi souvent qu'à l'époque où on en faisait beaucoup, là. Oui. Mais ça m'arrive de faire le parrainage. Pas le parrainage, la publicité, je dirais. À cause de la situation aussi actuelle où il y a tellement de réfugiés, j'entendais ce matin 70 millions, je pense, de personnes déplacées ou réfugiées dans le monde. Alors, c'est comme si c'est un phénomène qui reprend de l'ampleur. Et alors, souvent, je vais faire référence au parrainage parce que moi, je pense que dans la majorité des cas, au Québec en tout cas, les gens considèrent que ça a été quelque chose de positif pour notre société. Il
Et alors, j'en reparle parce que maintenant, on voit ça de façon un peu plus négative, toute la question des immigrants et des réfugiés. Et alors, moi, je me dis, ben, c'est peut-être une bonne occasion, en faisant la publicité de ce qu'on a vécu il y a 40 ans, puis de voir les résultats positifs pour notre société que ce parrainage, ben, peut-être que ça va stimuler les gens à voir d'un œil plus positif toute l'arrivée des immigrants ou des réfugiés actuellement qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et alors j'en reparle un peu pour dire ce que ça m'a apporté, pour dire ce que ça a apporté selon moi à notre société. Et oui, je ne me gêne pas. Bon, puis l'ensemble de mes confrères est au courant, entre autres à propos des 18 qui sont venus chez moi, et ils le savent. Et c'est un peu à cause de ça aussi qu'à un moment donné, en 99, le cardinal Turcotte, qui était l'évêque de Montréal à l'époque, m'a demandé de devenir vicaire épiscopal pour les communautés culturelles, ce que je fais actuellement encore. C'était à cause de l'expérience qu'il savait que j'avais eue et que j'avais encore à l'époque avec les réfugiés, qu'il a voulu me confier ce ministère-là. Okay. Alors, oui, j'en parle. On va, par exemple, souvent, j'invite mes confrères au restaurant de sushi de mon fils à Laval. D'abord parce que c'est bon, mais en même temps aussi, ça leur permet à eux de découvrir que il y a des Vietnamiens qui ont très, très bien réussi dans la vie, et puis ils connaissent plusieurs de mes fils. Un des buts de ce projet, c'est de faire connaître à la jeunesse canadienne qu'est-ce qui est arrivé à cette époque-là. Alors, si on vous invitait, par exemple, d'aller à une université, un cégep, un collège, pour parler aux étudiants, ça vous intéresserait de partager quoi avec eux à partir de vos expériences? Moi, je dirais ce que ça m'a donné à moi. Des fois, il y a des gens qui me demandent pour quelle raison j'ai voulu devenir prêtre. Et je dis, bon, d'une part parce que je voulais être heureux, puis d'autre part parce que je voulais rendre service aux gens. Et si je regarde toute mon expérience depuis que j'ai fait du parrainage, puis je m'en occupe encore un peu au diocèse là, actuellement, je considère que ça m'a rendu heureux. Et je pense que ça a fait du bien aussi, pas seulement à moi, mais aussi à ces personnes-là qui ont été aidées. Alors, c'est un peu ce que je dirais. Dans un premier temps, moi, ça m'a fait du bien à moi comme personne. Je considère que je suis devenu une meilleure personne et un meilleur prêtre à cause de cette expérience-là, qui m'a procuré une profonde satisfaction et un profond bonheur dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je pense que ça a été aussi une délivrance. Je ne pense pas. Je crois que ça a été une délivrance pour ces gens-là qui vivaient dans des situations misérables, qui avaient fui des situations misérables, mais qui vivaient dans des situations misérables dans les camps de réfugiés. Et donc, ça fait du bien aussi à ces personnes-là, les 2000 que moi, personnellement, et avec le frère Roger, on a parrainé. Et troisièmement, je suis convaincu aussi que c'était un apport considérable pour notre société québécoise. À tout point de vue, je dirais. La venue de ces gens-là a permis à la société québécoise d'être plus riche, je dirais, à tout point de vue, à cause de leur présence. Et donc, pour moi, je vois à peu près que du positif dans la venue de ces gens-là. Et je suis assez convaincu que c'est la même chose aussi encore à l'heure actuelle pour les réfugiés venus d'ailleurs. Et dans ce sens-là, moi, je dirais que je finirais comme ça, dans une intervention auprès de ces gens-là, pour dire, ben, on n'a pas de raison, selon moi,